Il symbolisait l'Holocauste. C'était un assassin méthodique, un monstre nazi de l'Holocauste. Il est coupable sans équivoque du meurtre de 6 millions de Juifs. Le Mossad a appris qu'Adolf Eichmann vivait à Buenos Aires. Nous étions certains que c'était Eichmann. Les agents du Mossad risquaient gros personnellement en participant à cette opération. Les ordres étaient clairs. Le capturer et le ramener vivant en Israël. Avril 1960, en Argentine. Adolf Eichmann, l'un des plus célèbres criminels de guerre nazie, vit incognito avec sa famille près de Buenos Aires. Eichmann et sa famille vivaient en périphérie de Buenos Aires, sur la rue Garibaldi. Mais un accordeur de piano juif, dont la fille a fréquenté brièvement le fils d'Eichmann, a prévenu les services secrets israéliens. L'homme qu'on appelle l'architecte de la solution finale est maintenant dans la mire du Mossad. Selon les informations que nous avions, il vivait en Argentine sous le nom de Ricardo Clement. Il vivait à San Fernando, une banlieue de Buenos Aires, dans une maison isolée. Pourquoi étions-nous si sceptiques? Il n'y avait ni électricité ni eau. Nous nous demandions pourquoi un homme comme Eichmann vivait dans ce genre de trou à rats. Les agents du Mossad croyaient qu'il était impossible qu'Eichmann, un lieutenant-colonel SS, l'assassin de 6 millions de Juifs, vive dans un bungalow aussi modeste. C'était inimaginable pour eux. Nous étions convaincus que ce n'était pas la bonne personne, que ce n'était pas Eichmann. Zvi Aharoni, un espion du Mossad, se rend en Argentine pour enquêter. Il recrute un volontaire sur place. Aharoni a opté pour une tactique audacieuse. Il a envoyé une de ses recrues rencontrer le suspect à sa maison pour discuter de l'achat de terre. Nous avions caché un appareil photo dans sa mallette. Lorsqu'on appuyait sur un bouton situé sur la poignée, l'appareil prenait des photos. Nous pouvions ainsi prendre des photos à l'insu de l'homme. C'est de cette façon que nous avons obtenu les photos. Il a pris des photos de l'homme qu'il croyait être Eichmann pour les comparer à de vieilles photos d'Eichmann. Son oreille gauche était comme une empreinte digitale. Nous avions une photo de l'oreille gauche de l'homme et une photo d'Eichmann dans son uniforme SS où l'on voyait son oreille gauche. Nous étions presque certains que c'était Eichmann, mais pas à 100%. Aharoni retourne en Israël pour montrer les preuves au directeur du Mossad, Isser Harel. Harel les apporte sur le champ au Premier ministre David Ben-Gurion. Ben-Gurion y a vu une opportunité. Il avait peur que les jeunes Israéliens oublient ce qui est arrivé aux Juifs, que le monde entier oublie. Ben-Gurion a donné l'ordre à Isser Harel d'amener Adolf Eichmann en Israël pour qu'il y subisse un procès. Le plan allie simplicité et audace. Une équipe d'agents secrets kidnappera le criminel de guerre et l'emmènera clandestinement à Jérusalem, à plus de 14 000 km. Harel choisit l'homme qui possède le talent et l'aplomb pour mener à bien l'opération. Le commandant du Mossad, Rafi Eitan. J'ai évalué le nombre de personnes dont j'avais besoin et j'ai commencé à les choisir. Rafi Eitan a composé une équipe classique, comme celle que l'on retrouve dans les films ou les romans d'espionnage. Chaque personne était choisie pour son expertise, que ce soit un faussaire, un spécialiste du déguisement ou un excellent logisticien. Ce n'étaient pas des James Bond habillés élégamment. C'étaient des individus ordinaires qu'on ne remarquerait pas dans une foule. Et c'est ce qui faisait leur force.
Pour les agents, la mission est aussi personnelle. Adolf Eichmann est l'homme qui s'est assuré que les trains de la mort arrivent à l'heure. Il a participé à la déportation vers les chambres à gaz de millions de Juifs de toute l'Europe occupée. L'histoire surnomme Eichmann l'architecte de la solution finale. Il était très doué. La plupart des parents de ses agents ont probablement été tués par le travail de cet homme. C'était un nazi extrêmement fanatique, acharné et efficace. Vers la fin de la guerre, il a dit à un camarade nazi qu'il mourrait heureux d'avoir tué 6 millions de Juifs. Son rôle consistait à isoler les populations juives dans les ghettos pour finalement les envoyer vers les camps d'extermination, comme Auschwitz. Il donnait l'impression de diriger une entreprise de la mort. C'était un spécialiste de la question juive. Il connaissait bien le sujet. C'était un bureaucrate, mais il allait aussi sur le terrain. Il allait observer les techniques utilisées, les camions à gaz, les exécutions de masse. Il a tout vu. C'était un salaud nazi, un assassin ignoble, ça ne fait aucun doute. Il s'agissait d'une opération cruciale pour le Mossad. Si la mission réussissait, le Mossad serait reconnu à sa juste valeur. C'était une opération extrêmement téméraire pour les Israéliens. Ils souhaitaient montrer au monde qu'il ne fallait pas sous-estimer Israël, que les Israéliens avaient le bras long. Deux semaines après avoir vu les photos d'Eichmann, une équipe de reconnaissance est envoyée en Argentine. Les agents prennent des vols différents et n'arrivent pas tous le même jour. Nous voyagions avec de faux passeports, dans des langues que nous ne maîtrisions pas, dans un pays inconnu, et nous n'avions personne vers qui nous tourner. Les spécialistes de la logistique du Mossad préparaient notre horaire, notre itinéraire vers l'Argentine, les hôtels où nous résidions et l'identité que nous devions utiliser. Ils doivent confirmer que l'homme des photos habite toujours à la même adresse. Le spécialiste de la surveillance, Abraham Bendor, se dirige vers la rue Garibaldi. Je voulais voir les lieux et les environs. Zvi conduisait et j'étais à côté de lui. Par hasard, nous sommes arrivés au moment où l'autobus passait. Tout à coup, j'ai vu un homme marcher. J'ai dit à Zvi que c'était l'homme de la photo, que c'était Eichmann. Zvi était si excité qu'il a freiné brusquement. Nous avions une voiture pourrie et les freins crissaient. Je lui ai dit de ne plus faire ça parce qu'il pouvait alerter l'homme. Quand Zvi a freiné, je me suis dit qu'il ne pourrait jamais faire partie de mon équipe parce qu'il était trop nerveux. Eichmann a marché 150 mètres. Il a tourné à gauche et 15 minutes plus tard, il a tourné à gauche de nouveau vers sa maison. C'était la seule maison de toute façon. Nous avons surveillé la maison pendant plusieurs jours. Il notait ce qu'Eichmann faisait exactement. À quelle heure il se levait, à quelle heure il partait travailler, quel autobus il prenait, combien de temps il restait au travail, à quelle heure il revenait, ce qu'il faisait une fois à la maison et à quelle heure il se couchait. Un seul mot est envoyé par Telex au quartier général du Mossad en Israël. Carotte était un code qui signifiait beaucoup de choses. 1. Nous avons trouvé l'homme des photos ramené par Zvi. 2. La situation sur le terrain rend possible un enlèvement. Et 3. Nous allons poursuivre la surveillance de la maison. À Jérusalem, le chef du Mossad donne le feu vert à l'opération Eichmann, soit la capture de l'homme qui a organisé le génocide des Juifs d'Europe pour le ramener en Israël afin qu'il soit jugé pour ses crimes. J'avais 14 ans quand j'ai quitté la Tchécoslovaquie. Nous sommes allés en Hongrie. Ensuite, en 1944, nous avons été déportés à Auschwitz.
Toute ma famille, ma mère, ma sœur, mon père, mon grand-père, ma tante et moi, nous étions dans le train. Nous avions peur, nous avions faim, nous avions froid, nous étions humiliés. On nous envoyait à Auschwitz pour être exterminés. Après avoir décimé la population juive de Pologne, en 1944, Eichmann entreprend d'envoyer à la mort les 700 000 juifs de Hongrie. En résumé, tout juif hongrois ou tout juif qui a des racines en Hongrie a un parent ou un ancêtre qui a été tué par Adolf Eichmann. La porte s'est ouverte et avant même de voir quoi que ce soit, nous avons entendu un berger allemand aboyer. Je n'arrivais pas à concevoir que nous nous retrouvions dans ce lieu absolument horrible. Le directeur du Mossad sait qu'une demande à l'Argentine pour l'extradition d'Eichmann serait probablement refusée et le nazi en profiterait pour disparaître. Quand l'équipe assignée à l'enlèvement est arrivée, elle avait du pain sur la planche. Il ne suffisait pas de frapper l'homme à la tête, de le mettre dans une voiture, puis dans un avion à destination d'Israël. Il fallait trouver un endroit pour le séquestrer au besoin. Il fallait donc louer une maison. Mais la location d'une maison dans les années 60 en Argentine n'était pas chose facile. Il devait régler beaucoup de détails auxquels on ne pense pas tout de suite. Cette tâche revient au maître du déguisement, Yitzhak Nesher. En se faisant passer pour un locataire, il trouve une villa à 1 heure de route de Buenos Aires. Ils ont choisi cette maison parce que les voisins étaient éloignés. Il y avait une cour fermée et plusieurs chambres pour accueillir tous les agents. C'était une maison ordinaire dans un quartier calme, près de Buenos Aires. C'était la première étape. Maintenant, il fallait faire sortir Eichmann du pays. C'est Harel qui a eu l'idée de faire sortir Eichmann avec un avion d'El Al. Cependant, la compagnie aérienne nationale d'Israël ne dessert pas Buenos Aires, sauf pour une exception. Heureusement, et c'est l'une de ces coïncidences inattendues, c'était l'anniversaire de la fondation de l'Argentine. Les Israéliens avaient annoncé qu'ils voulaient envoyer une délégation de dignitaires pour participer aux célébrations. Le gouvernement argentin a donné son accord pour qu'un vol spécial ait lieu, et c'est dans cet avion qu'il sortirait Eichmann du pays. Donc l'échéancier de l'opération était basé sur les dates d'arrivée et de départ de l'avion qui venait à Buenos Aires. L'avion doit arriver le 12 mai et repartir le lendemain. Les agents ont donc 1 semaine pour enlever le criminel de guerre. Le compte à rebours est commencé. Nous l'apercevions chaque jour à la même heure, sauf le dimanche. Le même autobus à la même heure, c'était toujours pareil. Eichmann était un homme routinier. Il aimait descendre de l'autobus 202 à la même heure chaque jour quand il revenait de la grande usine automobile où il travaillait. La route près de sa maison n'était pas très fréquentée. Personne n'y passait à pied et peu de voitures l'empruntaient. La rue Garibaldi en 1960 était la pire rue de tout l'hémisphère sud pour enlever quelqu'un. Elle était entièrement exposée. La maison d'Eichmann était un simple bloc de ciment. C'était comme si on mettait un dé sur une table de billard. Il n'y avait rien autour. Donc, si vous vous promeniez dans le coin et que vous aviez l'air bizarre, on vous remarquait tout de suite. C'était un mauvais endroit pour un kidnapping, mais il n'avait pas le choix. Alors, nous nous sommes décidés. Après avoir observé ses habitudes, nous avons convenu que la façon la plus simple de le kidnapper était de le faire à sa sortie de l'autobus, quand il rentrait à pied. Orchestrer un enlèvement pour que tout se déroule sans anicroche, c'est un art. En gros, le plan prévoyait qu'à la nuit tombée,
quand Eichmann descendrait de l'autobus à son retour du travail et qu'il tournerait dans le petit chemin vers sa maison, il l'attraperait. Zvi Malkin devait marcher entre la maison et l'autobus, pendant qu'Eichmann marchait entre l'autobus et sa maison. Ils devaient se rencontrer aux 2 tiers du chemin. Zvi Malkin devait lui dire « Momentito, Seigneur, je voudrais vous poser une question. » C'était notre plan depuis le début. Pour que l'enchaînement des gestes soit au point, nous l'avons répété environ 300 fois. Il s'exerçait à pousser Eichmann dans la voiture, à le clouer au plancher et à s'enfuir. Nous voulions le faire en 20 secondes. Ils ont parcouru la route qu'ils devaient emprunter à plusieurs occasions, au cas où ils seraient pourchassés par la police. Nous n'avions pas d'armes, parce qu'elles auraient pu nous incriminer. Pourquoi prendre des armes? Nous n'avions pas l'intention de tuer quelqu'un. Nous savions que le seul ennemi que nous pourrions avoir à affronter était la police ou l'armée argentine. Donc, nous n'avions pas besoin d'armes. Nous avons pris ce risque. Les agents du Mossad risquaient gros personnellement en participant à cette opération. Les espions étrangers arrêtés en Argentine en 1960 n'étaient pas exécutés, mais ils croupissaient en prison pendant de très longues années. Bien entendu, on nierait l'existence de la mission en Israël, comme dans la plupart des histoires d'espions traditionnelles. Le risque était considérable. Depuis la guerre, l'Argentine a offert un refuge à plusieurs officiers nazis haut gradés comme Eichmann. Il y avait un réseau mis sur pied par Juan Perón, le président de l'Argentine, pour amener des nazis en Argentine. C'était bien connu dans le milieu clandestin des anciens nazis que s'ils atteignaient l'Argentine, le gouvernement les accueillerait. Après la victoire des Alliés en 1945, Eichmann était recherché et il s'est enfui. Eichmann s'est rendu à Hambourg, puis s'est installé comme bûcheron dans une petite ville appelée Everson. Ensuite, la compagnie forestière a fait faillite. Il s'est alors servi d'un vieux guide nazi pour opérer un élevage de poulets, et il a réussi à en faire une entreprise assez profitable. Mais en 1950, craignant qu'il ne soit capturé, des sympathisants nazis au sein de l'Église catholique aident Eichmann à se rendre en Amérique du Sud à partir du port de Gênes, sous le pseudonyme de Ricardo Clement. L'itinéraire qu'il a emprunté était très fréquenté. C'était une filière clandestine. Eichmann a reçu tous les documents dont il avait besoin. Un permis d'entrée en Argentine, un permis de sortie de l'Italie, etc. Finalement, Eichmann est monté en 3e classe sur un bateau qui l'emmènerait vers sa nouvelle vie en Argentine. Eichmann n'était pas le seul officier nazi à se retrouver en Argentine. Il y avait pratiquement une tradition d'accueil des nazis. Certains y ont apporté des capitaux, d'autres leur expertise technique. L'ancien officier nazi enfile les emplois. De la gérance d'une blanchisserie à l'élevage de lapins, mais rien ne fonctionne. Il trouve finalement un emploi stable dans une usine de Mercedes-Benz. Si la dictature militaire en Argentine accueille bien les nazis comme Eichmann, elle ne serait pas aussi bienveillante avec une équipe d'espions israéliens sur son territoire. Pour semer les autorités, les agents fabriquent une série de plaques d'immatriculation pour les véhicules qui serviront à leur fuite. Nous avions 3 plaques d'immatriculation, mais pas le système rotatif qu'on voit dans les films de James Bond. Les plaques étaient placées l'une par-dessus l'autre pour ne pas perdre de temps, car nous les changions. C'était plus rapide que dans les films. Pour chaque plaque, nous avions les documents correspondants. Dans les années 50 en Argentine, les voitures louées n'étaient pas les jolies berlines neuves comme aujourd'hui. Elles étaient en piteux état. Il y avait toujours un risque qu'elles tombent en panne. Ces automobiles étaient en très mauvais état. Nous avons même dû en pousser une.
Bien entendu, tout pouvait arriver. L'opération Eichmann passe en phase active. Dès la seconde où Eichmann a commencé à se cacher après la guerre, il est resté constamment sur ses gardes. Il se méfiait de chaque pas qu'il entendait derrière lui, de chaque personne qui venait vers lui. Les agents craignent que s'il laissait passer une autre journée avant l'opération, ce serait la journée où Eichmann se rendrait compte qu'il était suivi et disparaîtrait. Il y avait un risque qu'il tente de s'échapper, de s'enfuir. C'était un danger réel. D'une façon ou d'une autre, le moment d'agir était arrivé. Nous n'avions aucun moyen de communication, ni aucune arme. On peut dire que c'était une opération rudimentaire. Mais parfois, les opérations rudimentaires sont celles qui fonctionnent le mieux. Le 11 mai 1960, l'opération Adolf Eichmann s'amorce. Les agents du Mossad sont arrivés à la nuit tombée, environ 30 minutes avant l'heure prévue du retour d'Eichmann, pour mettre les voitures en place. Ils avaient 2 voitures, une pour le capturer et une autre comme voiture de réserve pour intervenir en cas de poursuite policière. Il y avait 4 agents dans la première voiture. C'était l'équipe d'enlèvement, ceux qui l'attraperaient. Ils sont sortis de la voiture et faisaient mine de regarder sous le capot. Ils bricolaient le moteur. C'est la couverture classique, faire semblant que la voiture est en panne. Et ils attendaient. Quand l'autobus est arrivé, ils ont attendu qu'Eichmann en descende. Mais il n'était pas là. Les agents n'arrivaient pas à le croire. Le seul soir où il n'est pas arrivé par l'autobus de 19h est celui que nous avions choisi pour l'enlever. Les hommes étaient extrêmement tendus. Chaque soir, Eichmann prenait le même autobus, sauf le soir du kidnapping. Ils ont attendu et attendu. Eichmann n'arrivait pas. Une vingtaine de minutes ont passé. Les agents devenaient de plus en plus nerveux. Quelqu'un est passé à vélo et a posé des questions. Un passant nous a posé des questions. Les hommes étaient très tendus. Zvi Aharoni m'a demandé si nous partions. J'ai dit, nous restons. Il faut se rappeler que la rue Garibaldi était entièrement exposée. Leur présence ne passait pas inaperçue. Tout à coup, un autre autobus est arrivé. Une silhouette familière d'environ 1,70 m en est descendue et s'est mise à marcher. C'était Adolf Eichmann. Ça ne faisait aucun doute. Nous avons vu Eichmann s'approcher et l'opération a commencé. Lorsqu'il est arrivé, avec sa lampe de poche, je l'ai aveuglé avec les phares pour l'empêcher de voir l'autre voiture. Il marchait vers eux. Malkin, l'un des agents, lui a dit la seule phrase qu'il connaissait en espagnol. Un moment. Momentito, señor. Je voudrais vous demander quelque chose. Il a essayé d'attirer l'attention d'Eichmann pour qu'il s'approche d'eux. Mais Eichmann avait peur. Eichmann a mis la main dans sa poche, comme s'il prenait une arme. Malkin lui a sauté dessus. Il l'a pris par le cou au lieu de lui couvrir la bouche. Il essayait d'immobiliser la main qui était dans sa poche. Eichmann pouvait donc crier. Il s'est mis à crier et j'ai fait beaucoup de bruit avec le moteur pour couvrir ses cris. Malkin a attrapé Eichmann
Et dans leur lutte, ils sont tombés dans un fossé. Nous lui avons sauté sur les jambes, le ventre, la tête. Puis nous l'avons poussé dans la voiture. Ils lui ont ordonné de se taire. C'était la première fois qu'un Juif donnait un ordre à Eichmann. Moshe Avor s'est assis à l'avant. Zvi Aharoni était déjà au volant et le moteur tournait. J'étais à l'arrière et j'avais sa tête sur mes genoux. Nous l'avons caché avec une couverture. Ensuite, Zvi Aharoni lui a dit en allemand, « Si vous tenez à la vie, restez tranquille. » Il a continué, « Vous devez coopérer avec notre peuple, sinon nous allons vous tuer. » Eichmann a alors dit en allemand, « Je me soumets à mon destin. » Eichmann était dans la voiture. Je roulais vers notre planque. Personne ne parlait. J'avais plaqué ma main sur sa bouche. Il était silencieux. Après 2 kilomètres, nous avons changé la plaque d'immatriculation. C'était des plaques d'immatriculation argentine que nous avions falsifiées. C'était pour éviter que les voitures éveillent des soupçons. Nous devions les changer en quelques secondes. La rue Garibaldi était très loin de notre maison. Et ils conduisaient des voitures louées argentines en très mauvais état. S'ils tombaient en panne et qu'un policier leur venait en aide, ils étaient cuits. Nous avons passé des contrôles de la police et de l'armée. Un policier m'a arrêté. Il n'a rien dit et je n'ai rien dit. Ils ont vu les plaques sur la voiture et nous ont laissé passer. La nervosité était palpable pendant le trajet, mais ils sont finalement arrivés en lieu sûr. Ils avaient Eichmann. Nous lui avons mis des lunettes obstruées pour qu'il ne nous voie pas. Nous ne lui avons pas dit un mot. Nous ne lui avons pas parlé et lui non plus. Nous l'avons déshabillé pour nous assurer qu'il ne dissimulait pas une arme ou une lame de rasoir pour se suicider. Le médecin de l'équipe l'a examiné pour confirmer que son cœur allait bien. Un enlèvement est un événement très stressant. Depuis, ils étaient certains à 90% qu'il s'agissait bien d'Eichmann, mais pas à 100%. Ils devaient s'assurer qu'ils n'avaient pas kidnappé la mauvaise personne. Avant d'aller en Argentine, nous avons étudié le dossier SS d'Eichmann que nous avions dans nos archives. Nous connaissions sa taille, ses cicatrices au visage. Ces détails nous ont aidés à confirmer son identité avant de lui parler. L'un des agents, Zvi Aharoni, a interrogé Eichmann pour établir exactement qui il était, ce qu'il avait fait exactement, etc. Je lui ai demandé son nom, il a répondu Ricardo Clement. J'ai dit, est-ce votre vrai nom? Il n'a pas voulu répondre. Zvi est un interrogateur très méthodique. Il peut rendre quelqu'un fou en lui répétant sans cesse la même question, très lentement. Ricardo Clement est votre véritable nom? Comment vous appeliez-vous avant? Il a dit Otto Henninger. Otto Henninger est le nom dont il s'était servi en Allemagne après la guerre. Les agents connaissent le numéro d'identification SS d'Eichmann. Ils découvrent une cicatrice à l'endroit où son tatouage SS devait se trouver. Eichmann l'avait brûlé à la fin de la guerre, car il savait que ce numéro pouvait servir à l'identifier. Zvi lui a demandé s'il avait fait partie des SS. Il a dit oui. Il lui a demandé son numéro de SS. Il a donné le numéro d'Eichmann. Donc, il ne pouvait pas dire qu'il s'appelait Otto Henninger, tout en connaissant le numéro d'Adolf Eichmann. Ce n'était pas un génie. Il a commis une erreur.
Eichmann a compris alors qu'il avait perdu la partie. En 10 ou 15 minutes, il a avoué qu'il était Adolf Eichmann. Nous étions très heureux d'avoir enlevé la bonne personne parce que nous n'en étions pas absolument convaincus. Je lui ai demandé quel rôle il avait joué dans l'Holocauste. Bien sûr, il a tout nié. Il a tout nié. On pourrait penser qu'un monstre comme Eichmann aurait une présence physique impressionnante. Mais c'était un petit homme doux et pathétique. Pourtant, c'est lui qui a organisé ces meurtres à grande échelle. Je déteste les trains. Quand j'entends un train, je suis transporté en 1944 pendant le trajet vers Auschwitz. Nous avons dû sauter du train. Il y avait un soldat, les gens faisaient la file. Une file partait vers la gauche et une autre vers la droite. Nous sommes allés à droite, alors que les vieux allaient directement aux chambres à gaz. Je n'ai plus revu ma grand-mère. Je ne l'ai pas vue partir. Dieu merci. Il faisait toujours exprès de séparer les familles. Ma tante et moi d'un côté, ma sœur et ma mère de l'autre. C'est la dernière fois que je les ai vus. La mission s'est parfaitement déroulée, jusque-là. Mais les autorités argentines retardent l'arrivée de l'avion spécial d'Israël qui doit emmener Eichmann hors du pays. L'équipe s'est retrouvée devant un problème. Ils étaient condamnés à rester dans cette maison avec ce personnage monstrueux à des milliers de kilomètres de chez eux. Les risques étaient grands. C'était loin d'être une situation idéale. Les agents du Mossad qui détiennent Adolf Eichmann sont confrontés à un contretemps. Ils pensaient passer 2 ou 3 jours dans cette maison. Mais le retard du vol spécial de l'El Al les a obligés à y rester plus d'1 semaine. Nous savions que l'avion arriverait en Argentine le 20 ou le 21 mai. Il n'y avait pas grand-chose à faire jusqu'à ce que l'avion qui leur permettrait de s'échapper les transporte de l'autre côté de l'Atlantique. Ils étaient enfermés dans la maison. Comme toutes les personnes qui doivent vivre confinées dans un lieu pendant une période très stressante, plusieurs membres de l'équipe se disputaient. Dans la maison, ils craignaient que des gens viennent s'en prendre à eux, que ce soit la police, les amis d'Eichmann ou encore sa famille. Sa famille le cherchait partout, avec des amis et des sympathisants nazis. Les risques venaient surtout de la communauté allemande de Buenos Aires. Plus c'est tranquille, plus on s'inquiète. Rafi était aux commandes et c'est lui qui en avait le plus sur les épaules. Il pensait que c'était impossible que les nazis ou sa famille ne le recherchent pas. Il était très inquiet. C'était une période éprouvante. Ce qui a aggravé les choses, c'est qu'il ne voulait pas perdre de vue Eichmann, car il aurait pu essayer de se suicider ou de s'échapper. Ce qui était particulièrement déplaisant pour les agents, c'est qu'ils devaient même aller avec lui aux toilettes. C'est une épreuve pour un juif de laver quelqu'un qui a assassiné 6 millions des siens. Il aurait été plus simple de tuer Eichmann, mais il devait le ramener pour son procès. Tous les hommes dans la maison, bien que certains d'entre eux étaient des survivants de l'Holocauste, tous reconnaissaient l'importance de ramener Eichmann vivant en Israël. Ils le savaient, ils le comprenaient, et ils étaient d'accord avec cette idée. Les agents ont forcé Eichmann à signer une déclaration affirmant qu'il retournait en Israël de son plein gré. Si les autorités argentines les arrêtaient, ce serait peut-être la seule chose qui pourrait sauver les agents. Eichmann a essayé de leur faire comprendre qu'en tant que citoyen allemand, il devait être jugé en Allemagne. Mais il lui répétait qu'il irait en Israël et l'ont convaincu de signer. Il m'a donné une lettre qu'il a signée. Je l'ai ici. Il est écrit « Moi, sous-signé Adolf Eichmann,
déclare par la présente que je suis prêt à aller en Israël pour soulager ma conscience. Il disait qu'il comprenait ce qui allait lui arriver et qu'il était prêt à affronter son destin. 8 jours après l'enlèvement d'Eichmann, l'avion d'El Al atterrit finalement à Buenos Aires. 24 heures plus tard, la dernière phase de la mission, et aussi la plus dangereuse, commence. La manière dont ils ont fait sortir Eichmann par cet avion d'El Al est étonnamment astucieuse. Ils ont décidé de déguiser Eichmann en agent de bord. Nous avions un médecin avec nous et il lui a fait une injection. Ils allaient faire semblant qu'il était ivre. Ils ont quitté la maison. Ils sont finalement arrivés à l'aéroport et se sont dirigés vers la zone où seuls les membres d'équipage ont le droit d'aller. Un Eichmann légèrement comateux les accompagnait. Ils l'ont fait sortir et l'ont aidé à monter les marches de l'avion dans son uniforme. Ensuite, nous avons attendu l'autorisation de décoller. Les diplomates étaient déjà descendus de l'avion. Le seul passager qui retournait en Israël, à part l'équipage et les agents du Mossad, était Adolf Eichmann. 1 heure avant le décollage, les agents ont révélé à l'équipage qu'ils allaient escorter Adolf Eichmann hors du pays. Les agents se font passer pour des diplomates israéliens et des membres d'équipage en congé. Même une fois qu'Eichmann a été bien assis dans son siège de première classe, ils n'étaient pas encore au bout de leur peine. Des agents d'immigration argentins sont montés dans l'avion, comme ils ont droit de le faire. Ils voulaient vérifier les passeports. Ils passaient entre les sièges et vérifiaient les passeports. Eichmann en possédait un sous un faux nom, évidemment. Un Argentin a demandé ce qu'il avait. Les Israéliens ont répondu qu'il était ivre, qu'il avait fait la fête, qu'à Buenos Aires, il y avait trop de danses et de filles. L'Argentin a trouvé la situation normale. Ce n'était sûrement pas le premier agent de bord ivre qu'il rencontrait. Ils sont sortis de l'avion, puis les escaliers ont été retirés. Ils roulaient vers la piste, quand tout à coup, la tour de contrôle leur a dit d'arrêter, car ils n'avaient plus l'autorisation de décoller. Imaginez cet instant. Ils avaient Eichmann et ils étaient interdits de vol. Alors ils se demandaient ce qui se passait. Quelques instants avant de décoller, l'avion qui doit emmener Eichmann en Israël est retenu au sol. Ils ont dit 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes. Nous étions très méfiants, nous étions si tendus. Les autorités avaient-elles appris qu'Eichmann était à bord? L'opération était-elle compromise? Isser Harel voulait décoller et risquer une riposte de l'aviation argentine. Un individu du nom de Shaul Shaul, le navigateur, a dit « Je vais aller voir ce qui se passe ». Isser Harel a alors dit à ce navigateur « Si tu n'es pas de retour dans 10 minutes, nous décollons sans toi ». Alors il est descendu de l'avion, terrorisé, en sachant qu'il ne reverrait peut-être jamais son pays. Finalement, il manquait seulement un élément au plan de vol. Le navigateur est revenu et l'avion a pu décoller. Nous avons été très soulagés lorsque nous avons finalement décollé avec Eichmann à bord. Le pilote annonce que l'avion a quitté l'espace aérien argentin. Ça a été un moment de célébration dans cette mission. Toutefois, ils n'étaient pas au bout de leur peine. À cette époque, en partant de Buenos Aires, il fallait faire le plein de carburant à Recife, au Brésil, traverser l'Atlantique jusqu'à Dakar, en Afrique, où l'avion refaisait le plein avant de se diriger vers Israël. Mais les Israéliens ne voulaient pas rester en Amérique du Sud, au cas où on serait à leur trousse.
Ils tentaient donc de traverser directement l'Atlantique jusqu'à Dakar sans refaire le plein. Ils volaient pratiquement à sec au moment de l'atterrissage. Le monde entier a été stupéfait par l'annonce de l'enlèvement d'Adolf Eichmann. C'était une réussite extraordinaire pour les services secrets israéliens d'avoir capturé un individu secrètement et discrètement à plus de 14 000 kilomètres. Sous plusieurs aspects, le procès d'Eichmann a fait époque. En fait, il a intégré l'Holocauste à la culture. Le procès a rappelé au monde entier ce qui est arrivé pendant l'Holocauste. Il a été le point de départ des témoignages de l'expérience juive pendant la guerre. Sans le procès, l'Holocauste aurait peut-être sombré dans l'oubli. Des témoignages poignants ont été entendus pendant le procès par ceux qui avaient rencontré Eichmann ou par ceux qui avaient survécu au camp. L'ampleur et la sauvagerie de ce qui est arrivé ont été illustrés de façon émouvante. La défense d'Eichmann était la défense usée et éculée de ceux qui répètent « j'obéissais aux ordres ». Eichmann a été reconnu coupable, ce qui n'a surpris personne, et il a été condamné à mort. Lorsque j'ai appris qu'il avait été capturé et jugé, j'étais vraiment heureuse parce qu'il payait finalement pour ce qu'il avait fait. C'était difficile de comprendre comment cet homme, avec si peu de personnalité, avait pu être responsable de la mort de millions de personnes. Je n'ai toujours pas de réponse. La veille de sa pendaison, Eichmann écrit des lettres à sa famille où il déclare à quel point il aimait l'Allemagne et que tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait pour sa patrie. Il est sorti de sa cellule et on l'a pendu rapidement. Il a été incinéré sur le champ. Ses cendres ont été déposées dans un seau qui a été mis dans un bateau. Le bateau a quitté les côtes et les eaux israéliennes. Il ne voulait pas que les cendres d'Eichmann les touchent. Ils ont versé les cendres, mais il en restait un peu dans le seau. Ils ont rincé le seau, car ils voulaient se débarrasser de la moindre particule d'Eichmann. Puis, ils sont retournés chez eux. C'est une fin juste.